grand plaisir de recevoir Gauthier Chapelle. Il est là. Merci. Ingénieur, vous pouvez applaudir. Ingénieur agronome et biologiste. Plusieurs vies, scientifiques, associations, militantes, conseillers. Il a étudié des petites bêtes bien loin du Vieux-Port parce qu'ils sont dans les espaces polaires. Je crois qu'il a beaucoup appris, beaucoup compris. Et l'histoire qu'il va nous raconter, c'est justement la nature inspirante, puisqu'il s'agit de biomimétisme. Peut-être nous expliquer ce que c'est et nous apprendre à regarder la nature. C'est à vous. Merci. Bien, bonsoir. Je vais commencer par une petite histoire qui est aussi un accord avec un architecte là, qui est dans les environs. Pour vraiment vous faire sentir le biomimétisme, ce mot qui vient d'être introduit, jusqu'où ça peut nous projeter. Je vais travailler avec notre dessinateur qui est aussi architecte et lui soumettre un cahier des charges. Alors ce cahier des charges, je vous le lis. Donc il s'agirait de fabriquer un bâtiment de 60 mètres de hauteur. Un bâtiment de 60 mètres de hauteur dont la surface au sol serait ronde avec un diamètre de 2 mètres. Les 20 mètres supérieurs seraient avec une surface souple, découpée et bien fixée, d'une surface de 15 hectares de panneaux solaires, assurant aussi la régulation de l'humidité, peint en verre et biodégradable. Ce bâtiment aurait des fondations de 3 mètres de profondeur, sur un sol meuble et très humide, à peu près 3 mètres de pluie par an. Plus difficile, le matériau serait gratuit, prélevé sur place de façon invisible, auto-assemblé, qui peut s'auto-réparer en quelques mois, capable de se reproduire tout seul, tolérant voire accueillant avec les organismes vivants, et enfin, le meilleur, le plan complet tient dans une boîte de moins d'1 gramme, on le jette par terre et le bâtiment pousse tout seul. Bon, je suppose que vous voyez où je veux en venir. Derrière, évidemment, ce bâtiment qui n'existe pas, il y a un arbre qui existe, lui, un arbre et beaucoup de modèles d'arbres qui existent depuis des centaines, littéralement des centaines de millions d'années. Et ça, c'est ce que propose le biomimétisme, c'est de se projeter jusque-là, c'est d'aller retrouver nos maîtres en durabilité que sont toutes les autres espèces. Alors ça, c'est au niveau de l'arbre, donc l'arbre deviendra un modèle pour nos habitations, par exemple, mais on peut pousser les choses encore plus loin et imaginer aussi que ces arbres entre eux, qui forment des forêts, bien entendu, que ces forêts deviennent elles-mêmes le modèle de nos villes. Et que comme nos villes ne le font plus, comme elles l'ont fait longtemps, ces forêts vivent en équilibre avec leur territoire et d'aller vers des villes qui, de nouveau, vivent avec leur territoire. Alors ça, c'est la projection, je dirais, rapidement vers le thème du biomimétisme. Ce qu'on m'a demandé ce soir, c'est de vous raconter aussi comment j'y suis arrivé là, quel a été mon itinéraire pour retrouver d'autres personnes qui eux aussi sont arrivées au biomimétisme. Alors vous dire tout d'abord que ça a démarré très très tôt, ça a démarré avec une enfance partiellement africaine où j'étais pas mal au contact de la nature, mais je dirais de façon un petit peu classique comme un enfant peut l'être. Et ça m'a conduit, alors ça c'est peut-être pas nécessairement pour tout le monde, mais ça m'a conduit à devenir assez vite naturaliste. Donc naturaliste, ça veut dire juste fanat d'oiseaux, fanat de scarabées, fanat de grenouilles, de fleurs, etc. Donc ça a vraiment été un goût de départ, et donc une habitude aussi de se relier, et de regarder, et d'observer, d'être en contact avec le vivant. Alors ça s'est traduit assez vite après au niveau des études, ça m'a donné envie de devenir biologiste. Ce que j'ai découvert quand je suis devenu biologiste et agronome, j'ai d'abord fait l'agronomie tropicale et ensuite la biologie, c'est que malheureusement, à quelques exceptions près, en général, quand vous étudiez le vivant, en tant que biologiste, vous l'étudiez mort. Je crois que j'ai mon cher chevalier rouge crustacé que j'ai étudié pendant quelques années. Eh bien, malheureusement, pour étudier les crustacés, généralement, on commence par les tuer et puis ensuite on les étudie. Ça, c'est un petit peu la méthode actuelle de la biologie en dehors des oiseaux et des mammifères. C'est rare qu'on se comporte autrement. Mais en attendant, ça m'a donné l'occasion aussi d'être en contact avec notamment la fameuse biodiversité, avec l'étonnante diversité et beauté du vivant. Alors ça ne s'est pas passé n'importe où, ça s'est passé, ça a été dit brièvement, dans les régions polaires. Donc j'ai fait l'agronomie tropicale, mais quand j'ai pris l'avion, j'ai été un peu trop loin, je ne me suis pas arrêté avant l'Antarctique. Donc j'ai été à plusieurs reprises en Antarctique. Et si je vous en parle, ici c'est pour aller au-delà de la biologie, c'est pour vraiment
évoquer rapidement un moment qui a été fondateur pour moi la première fois que j'y étais. La première fois que j'y étais, je me suis retrouvé sur une station brésilienne en Antarctique, mais qui était très protégée, très propre. Et au bout de 2 mois, on est reparti par une station qui, elle, était sur la côte nord d'une île qui, je vous le rappelle, l'Antarctique, c'est le pôle sud. Donc le nord, c'est le côté orienté vers notre civilisation. Et le côté orienté vers notre civilisation, la plage était couverte d'ordures. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un choc. Je venais de faire 2 mois de rêve dans ce milieu qui est sur notre planète, qui est magnifique, mais qui avait l'air d'être préservé de l'influence de nos activités. Et brutalement, je me rendais compte que jusqu'au fin fond du monde, nos crasses arrivaient jusque-là. Et ce n'étaient pas les crasses des stations, hein, c'était bien nos crasses à nous qui arrivaient par les courants et qui finissaient par se déposer sur les plages. Donc ça m'a vraiment donné envie. Quand j'ai vécu cette journée, ça a vraiment été une journée très claire. Je me suis dit, quand je rentre, quand j'ai terminé la recherche, je passe à la sensibilisation. On a besoin d'ambassadeurs qui expliquent plus ce que les chercheurs trouvent et les constatations qu'il faut en tirer et les actions qu'il faut mettre en route derrière. Alors ça s'est prolongé en Sibérie. J'ai aussi pour ma thèse, j'ai dû aller en Sibérie. Hein. On peut faire des choses plus embêtantes que ça pour une thèse. J'ai été sur le lac Baïkal, qui est ce lac le plus profond de la planète et la plus grande réserve d'eau douce. Et là aussi, j'ai pu voir ce que c'était que de la pollution à grande échelle, pas tant sur le lac, mais sur le trajet vers la Sibérie, parce que, comme vous savez, les régimes de l'Est faisaient tout à grande échelle, y compris la pollution, de façon plus visible que la nôtre, pas nécessairement plus grave, mais en tout cas plus visible. Donc ça a un petit peu encore renforcé mes résolutions quant à ce que je voulais faire derrière. Alors toujours dans le fil historique, à la fin de ma thèse, je suis aussi devenu papa. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important. C'est quelque chose qui m'a... D'abord, c'est un lien au vivant quotidien. Hein, tous ceux qui sont parents ici le savent. C'est une autre façon d'expérimenter la biodiversité. Mais c'est aussi, bien sûr, surtout une motivation supplémentaire. Parce que plus je voyais cet environnement se dégrader, et plus je commençais à me poser des questions sur cette fameuse terre que nous allions laisser littéralement à nos enfants, plus ou moins respecter. Alors j'ai terminé ma thèse et dans la foulée j'ai fait ce que je souhaitais faire, à savoir m'engager plus sur la sensibilisation. Et je suis rentré dans une fondation qui venait d'être créée par chance en Belgique, la Fondation Polaire Internationale, et qui allait travailler sur employer les sciences polaires comme passerelle sciences-société pour parler des changements climatiques et pour parler du développement durable. Et donc je suis rentré vraiment de plein pied. Ici vous voyez la nouvelle station polaire belge qui a été construite par la Fondation et qui est la première station qui est entièrement passive en énergie. Donc c'est la première station qui ne consomme que de l'énergie solaire et éolienne alors qu'elle se trouve à une température moyenne d'à peu près moins 30 degrés. Et qui était là pour démontrer que si on peut le faire en Antarctique, on peut sans doute aussi le faire à Marseille ou à Bruxelles. Alors par ailleurs, ça m'a permis vraiment de rentrer dans la problématique des changements climatiques. J'étais biologiste, donc ce n'était pas vraiment mon sujet de prédilection. Je suis rentré à fond dans cette matière en passant par une vision de plus en plus planétaire, avec notamment cette vision tout à fait étonnante que l'on doit à un artiste anglais. Vous voyez que la balle de golf qui est posée là sur la Terre, ça représente en fait le volume de l'atmosphère. Donc on a délicatement détaché l'atmosphère, on l'a roulé comme une orange, sans le comprimer, et voilà le volume de l'atmosphère. Et c'est une façon de se rendre compte à quel point cette planète est fragile. Je ne vais pas vous expliquer les changements climatiques, vous connaissez. Et c'est une façon de le réaliser et de lire chaque jour sur les changements climatiques à cette fondation m'a permis vraiment d'aller dans les détails. Une image similaire d'ailleurs avec l'eau, qui nous permet de nous rendre compte aussi de la fragilité de l'eau sur la Terre. Voilà le volume de toutes les eaux, glace comprise, de toute l'eau de la Terre par rapport au volume de la Terre. Donc l'eau, ça n'est que ça. C'est une toute petite pellicule dont nous dépendons évidemment étroitement. Et voilà ce que ce travail m'a apporté. Alors ce que ce travail m'a aussi surtout apporté, c'est de me rendre compte qu'il y avait un écart croissant entre la gravité des constats que l'on faisait au fur et à mesure qu'on étudiait les changements climatiques et la légèreté des solutions qu'on nous proposait. Pour faire très caricatural, en gros, on nous disait éteignez le robinet quand vous vous brossez les dents, éteignez la lumière quand vous sortez de la pièce, et avec ça, plus ou moins, on va s'en sortir. Et on sentait bien, quand je dis on, parce que je n'étais pas tout seul, bien sûr, on sentait bien que ça n'était pas suffisant, qu'il fallait aller vers des choses plus radicales.
Et c'est dans cette recherche un petit peu à tâtons de vastes espaces de solutions que j'ai croisé le biomimétisme. Et le biomimétisme, c'est une idée extrêmement simple, vous l'avez perçu avec les arbres tout à l'heure. Le biomimétisme part de l'idée que depuis 4 milliards d'années que la vie est sur Terre, on peut considérer toutes les espèces qui sont passées avant nous et qui sont encore là comme étant en fait, des travailleurs en recherche et développement en durabilité, ce qui veut dire que notre secteur qui émerge seulement maintenant de recherche et développement en durabilité, il peut s'appuyer sur 4 milliards d'années de travail fait par les autres espèces. C'est l'appel aux anciens, véritablement. Alors, l'exemple qui est illustré ici, c'est les feuilles. Moi, j'ai appris la photosynthèse je ne sais pas combien de fois à l'université, et jamais on ne m'a expliqué que la photosynthèse, ce que font les feuilles, c'est la même chose que des panneaux solaires. Donc ici, on a le premier modèle de panneau solaire, 350 millions d'années avant les nôtres, qui fait exactement la même chose. Ici, j'en ai d'autres, un peu plus récents. Ceux-là, je les ai pris là sur la place. En gros, c'est transformer des photons en électrons. La première étape de la photosynthèse, c'est transformer de la lumière en électricité. Donc ça, c'est vraiment la base du biomimétisme. Alors le biomimétisme, ça se décline à plusieurs niveaux. Le premier niveau, le plus simple, c'est le niveau de la forme. Et l'exemple que vous voyez ici, c'est l'exemple d'un train à grande vitesse au Japon. Je ne vais pas aller trop dans les détails parce que je ne sais pas où j'en suis dans mon timing, mais d'un train qui simplement va imiter la forme du martin-pêcheur parce que le train avait le même problème que le martin-pêcheur. Il passait de l'air mou de l'extérieur à l'air comprimé du tunnel. Et rien qu'en adaptant la forme du martin-pêcheur, on a rendu le train beaucoup plus performant. Ça, c'est le biomimétisme de forme, c'est le plus facile. Ensuite, il y a le biomimétisme de matériaux, où là, on va faire des matériaux comme le vivant. Le vivant fait des matériaux sans utiliser de combustible fossile, sans haute température, sans haute pression, sans solvant toxique. Et l'exemple qui est ici, ce sont les céramiques, ce sont les coquillages qui pourraient nous servir, j'en ai encore un en poche aussi, qui pourraient nous servir à faire des matériaux de construction à température ambiante, à pression ambiante, en consommant beaucoup moins d'énergie et qui fixent du carbone au lieu d'en produire. Donc il ne s'agit pas de faire des murs avec des huîtres, il s'agit de faire des murs comme le font les huîtres. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est le niveau des écosystèmes. C'est s'inspirer cette fois-ci non pas des trucs des espèces, mais des relations des espèces entre elles. Donc comment fait une forêt pour être stable dans la durée? À savoir, elle utilise de l'énergie bon marché, qui est l'énergie du soleil. Elle recycle tous ses déchets. Il n'existe pas de déchets dans la nature. Chaque déchet est une matière première pour l'organisme suivant, etc., etc. Je ne vais pas aller dans les détails. Ce sont un peu les règles de base du développement durable. Et enfin, le quatrième niveau du biomimétisme, c'est quand, au lieu de faire simplement comme les espèces, quand c'est admissible éthiquement, on va le faire avec les espèces. Et l'exemple qui est ici, c'est une découverte récente qui a été faite que certains arbres dans les zones arides d'Afrique, quand ils poussent, non seulement ils fixent du carbone comme tous les arbres dans leur tronc, mais en plus, en symbiose avec des bactéries et des champignons, ils fixent des cailloux, des véritables cailloux de calcaire qui vont fixer ce carbone pour littéralement des centaines de milliers d'années. Et donc là, on ne va pas essayer de faire comme les arbres, on va le faire avec les arbres. C'est beaucoup plus simple et en plus, ça a des tas d'effets secondaires intéressants. C'est bon pour la fertilité des sols, c'est bon pour la biodiversité, etc. Donc ça, c'est, je dirais, le quatrième niveau du biomimétisme. Et en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est qu'avec toute cette approche très large d'aller chercher le vivant, eh bien, le regard sur le vivant change, notre relation au vivant change et on peut à nouveau s'intéresser sérieusement, revenir à ce goût qu'on a eu tous, sans doute quand on était gamin, plus ou moins, reprendre les fourmis et les martins pêcheurs et les renards au sérieux pour tout ce qu'ils ont à nous apporter. Et enfin, la conclusion de ma conclusion, ce serait de sortir de cette coupure nature-culture qui est tellement forte actuellement dans notre civilisation, de se rappeler qu'on est une espèce vivante parmi les vivants et que dans ce problème de durabilité, de transition durable que l'on doit mettre en route, nous ne sommes pas tout seuls. On n'est vraiment pas tout seuls, on a des maîtres, des mentors et des acteurs. Toute cette vie qui continue à maintenir la vie en équilibre sur Terre.